Vous savez, Laurent Gbagbo est une icône, un symbole en Côte d'Ivoire. Un symbole d'abord de simplicité, mais un symbole incarnant la lutte de la Côte d'Ivoire. Moi, j'étais déjà élève quand j'ai connu le président Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, à l'époque, professeur d'histoire géo au lycée classique d'Abidjan, où moi-même j'étais élève. Je le connaissais avant, puisque nous sommes de la même région, mais j'ai appris plus à le connaître en étant élève, l'ayant admiré, mais ayant été plus dans sa proximité en tant qu'élève, lorsque nous, élèves du lycée classique d'Abidjan, avions été révoltés, et le mot n'est pas fort, par le sort que le pouvoir d'alors, le pouvoir du président Houphouët-Boigny, avait fait subir à Laurent Gbagbo et à sa femme. De quoi il est question? Laurent Gbagbo, lors d'un cours d'histoire-géographie sur les pays, avait traité le sujet des relations internationales et en particulier à propos de l'État d'Israël. Il avait fait connaître son point de vue à la classe dans son cours, argumenté bien sûr, montrant que Israël était un pays impérialiste. Et la fille de l'ambassadeur d'Israël à l'époque à Abidjan, accréditée à Abidjan, était élève de son cours. Elle a donc rapporté ce propos à son père. Et ça a été un clash terrible, parce que Laurent Gbagbo a été convoqué par le ministre de l'Éducation nationale, par le président Houphouët-Boigny, interpellation et la menace sur ses libertés a été telle que c'est tout le lycée classique qui s'est mis en grève. Il était menacé de perdre son poste. Et c'est à ce moment précisément que son épouse, sa première épouse, Madame Chamois, a été mise dans un avion Manu Militari au motif qu'elle était, comme son mari, un agitateur, un communiste, à la solde de Kadhafi, à la solde de la Russie en ce qui concerne le professeur Laurent Gbagbo. Mais nous, lycéens du lycée classique, qui avions déjà refusé d'être embrigadés dans l'organisation syndicale estudiantine, le MESI, et qui, nous étant opposés à cette organisation, avions créé d'autres organisations comme l'UCESI, comme plus tard l'UNESI dans sa branche, disons, militante de lutte. Nous avions été choqués et nous sommes mis en grève. Nous avons pris la rue, la première rencontre. Au lycée, on s'est rencontrés tout le temps, puisque Gbagbo, c'était, vous savez, un symbole. Le professeur venant toujours en petite on va dire, en jean, petit t-shirt. Quand il avait peut-être une veste, il n'en portait pratiquement jamais. Bon, là, un petit tricot par-dessus, sur l'épaule, mais sans façon.
l'exemple, le type même du révolutionnaire qu'on avait plaisir à voir dans l'histoire de lutte des peuples dans le monde. Mais le fait, on va dire, déclencheur dans cette proximité avec le président Laurent Gbagbo, c'est vraiment cela, les événements du lycée classique d'Abidjan. Jeune lycéen responsable avec d'autres camarades, on va dire, de l'opposition au MESI, la sous-section du PDCI RDA, que nous ne voulions pas dans nos lycées, dans nos collèges, dans notre université. Nous voulions une jeunesse indépendante du parti unique. Et cette lutte-là, croyez-moi, madame, elle nous a valu beaucoup d'emprisonnement. Mais je retiens d'abord ce premier moment de rencontre physique, c'était déjà avant, mais de rencontre idéologique, politique, avec le président Laurent Gbagbo. Nous nous sommes retrouvés à l'occasion de nombreuses de nos arrestations par le régime de président Houphouët-Boigny, parce qu'à l'époque, quand nous avions refusé, nous, élèves, et surtout élèves du lycée classique d'Abidjan, qui assumions, pour ainsi dire, le leadership de l'opposition à la pensée unique dans le milieu scolaire et universitaire, nous avions refusé l'adhésion forcée à ce mouvement des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire, démembrement du PDCI RDA, le parti politique unique à l'époque. On faisait obligation aux élèves et étudiants de signer une adhésion forcée à ce mouvement. Nous avons dit non. Nous nous sommes mis dans la rue, nous nous sommes mis en grève, et là, nous avons été l'objet de traitements inhumains, dégradants, violence. Nous avons là également été arrêtés et des personnalités comme Laurent Gbagbo et d'autres ont été incriminés comme étant ceux qui nous manipulaient. Théorie de la manipulation, comme si nous n'étions pas capables de réflexion pour décider par nous-mêmes ce qui était bon en termes d'engagement, simplement pour nos propres vies, mais simplement aussi en tant que jeunes élèves pour l'avenir, ce qui était déterminant. Alors que nous n'avions rien à voir avec une personnalité extérieure qui nous disait ce qu'il fallait faire. Nous avions dit non. C'était les premiers moments. Mais là encore, nous retrouvions la figure de proue du président Laurent Gbagbo, jeune professeur, qui était toujours incriminé par le pouvoir. Et vous savez, Laurent Gbagbo, à cette époque, historien, professeur au lycée classique d'Abidjan, c'est à cette époque également qu'avec notre ami, mon ami, Simone Eivé, qui n'était pas encore son épouse, nous étions au lycée classique. Simone était une promotion avant moi, mais nous avions ensemble la responsabilité de la jeunesse estudiantine catholique de Côte d'Ivoire. Donc nous avions déjà des responsabilités communes dans ce milieu scolaire-là avec Simone au lycée classique, avec d'autres amis, d'autres camarades, Laurent Hakoun et autres, à l'université par la suite, pour continuer ce que nous avions appris de la jeunesse étudiante catholique, à savoir engagement, fermeté, loyauté, croyance en ce en quoi on a foi, le reste adviendra par après. Nous avons donc au lycée classique continué sur cet engagement, donc dans le cadre du mouvement estudiantin, toujours en admiration de Laurent Gbagbo, qui animait un nombre de conférences en Côte d'Ivoire,
une des conférences à la Cité Rouge de Cocody, comme une autre à l'université d'Abidjan, co-animée avec Bourgi, nous avons compris ce qu'était et ce que devait être le sens de l'engagement politique, la constance à un idéal quand on l'a choisi. Et puis, cette constance de l'engagement suppose qu'on a décidé d'aller jusqu'au bout des valeurs auxquelles on croit, en se disant, bon, le reste ne m'appartient plus. Voilà les conditions dans lesquelles j'ai connu Laurent Gbagbo à l'époque, mais par la suite, nous nous sommes retrouvés à l'université. Quand nous, jeunes étudiants, nous avons fini nos études en France, moi j'ai fait mes études ici en France, à l'université de Toulouse, où quand j'ai fini mes études, on m'a proposé un poste d'enseignant-chercheur. J'ai exercé un peu comme chercheur, comme enseignant associé à l'université de Toulouse. Et l'appel du pays m'a interpellé, de sorte que j'ai tout abandonné en me disant que je suis plus utile en Côte d'Ivoire plutôt qu'en France. Donc j'ai laissé le poste qui, je sais, a été partagé après par des étudiants qui venaient un peu derrière moi, un jeune Malien et un jeune Antillais. Mais je suis resté chercheur associé au CNRS, en étant à l'époque chercheur associé au CNRS, mais cette fois-ci comme chercheur extérieur au laboratoire, donc numéro 253 de l'Université de Toulouse, le Mirail, mais j'ai décidé de rejoindre la Côte d'Ivoire, où j'ai pensé que j'étais plus utile au point de vue donc, de mes recherches, au point de vue de l'enseignement. Et donc, je suis revenu en Côte d'Ivoire comme assistant, d'abord à l'école normale supérieure, puis par après, maître assistant, professeur, maître de conférence à l'université, à l'unité de formation et de recherche en criminologie, puisque ma deuxième thèse de doctorat, la doctorat d'État, j'ai fait une première thèse de 3e cycle, mais le doctorat d'État a été spécialisé sur les problèmes de délinquance juvénile, de déviance, de marginalité, ce que nous appelons dans notre jargon de psychosociologie clinique, ce que nous appelons les pathologies sociales. Et donc, j'ai décidé de laisser tout cela, laisser la France, laisser Toulouse, laisser le laboratoire, laisser un peu mon poste qui était ouvert pour retourner en Côte d'Ivoire, parce que tout ce que nous avions appris en étant d'abord militant en Côte d'Ivoire, en étant ensuite militant ici en France, de la jeunesse engagée, que nous appelions la jeunesse anti-impérialiste, dans le cadre de la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France, de l'UNESI, la tendance donc, de la FIANF qui menait la lutte contre le parti unique, j'ai considéré qu'il fallait rejoindre le pays. Et l'engagement que les camarades, y compris les Laurent Gbagbo, Simon Neive Gbagbo et autres, Akoun Laurent, Yaoubaka et tous les autres camarades avaient commencé à initier sur place. Et donc, de retour en Côte d'Ivoire, on s'est rencontrés à nouveau avec Laurent, avec Simone, dans le cadre d'abord de la clandestinité, une période très dure où nous étions pourchassés à tout point de vue, arrêtés, bastonnés, jetés en prison. Mais nous avons tenu, puisque à l'époque nous n'avions que 3 ou 4 syndicats libres. Il y avait le syndicat de l'enseignement supérieur, le SINARES. Il y avait le SINACASI des médecins. Il y avait le syndicat des enseignants, celui qu'Akoun Laurent dirigeait, mais qu'à l'époque dans lequel était affilié Simone,
Et nous étions affiliés au CINARES. Et bien après, j'ai été le premier responsable du CINARES. Mais dans ce front uni entre les syndicats libres et les partis qui étaient en gestation dans cette clandestinité, nous avons continué la lutte pour arracher, évidemment, sous la houlette du président Gbagbo, mais en association avec tous ces mouvements engagés de lutte. Je vous ai cité quelques-uns de ces syndicats. Nous avons fini par arracher le retour au multipartisme. Mais cela, dans la clandestinité, la lutte a été une lutte acharnée, lutte où on était pourchassés. Et là, côte à côte, coude à coude, avec Simone, dont j'étais encore plus proche par l'engagement aux organisations, dans nos organisations catholiques chrétiennes dans lesquelles nous étions, donc, comme je l'ai rappelé, auxquelles nous étions affiliés et dont nous avions la responsabilité en termes de gestion. On avait des séries de retrouvailles, etc. Et on s'est retrouvé à nouveau, Simone, chercheur à l'Institut de linguistique appliquée. Maintenant, Laurent n'était plus simplement professeur au lycée classique, mais il était devenu chercheur après avoir fait sa thèse ici, Paris. Et ensuite, Simone, même après avoir fait sa thèse, avait intégré l'Institut de linguistique appliquée. Donc, nous nous retrouvions à nouveau à l'université pour nous poser la question de l'avenir, de tout ce que nous avions mis en pépinière, pour ainsi dire. Et nous avons continué, nous investissant dans les organisations syndicales qui avaient déjà une ligne totalement indépendante, qui n'a pas attendu, bien entendu, Laurent et autres. Mais il a fallu à un moment donné que la rencontre de ces visions se fasse au niveau organisationnel. Et ça donnait effectivement des résultats. Le retour au multipartisme est une des conséquences importantes de cet engagement, on va dire, conjoint. Donc Laurent Gbagbo, comme Simone Eivé, qui devient par la suite Simone Gbagbo, je les ai connus dans la lutte. Rien que dans la lutte. Bon, nous sommes de la même région avec Laurent, mais je ne l'ai jamais rencontré sur le terrain ethnique, ni dans le cadre d'une réunion ethnique, régionale, de la région de Gagnoua. Non, on ne s'est jamais rencontré là-bas. Jamais. On ne s'est jamais posé la question de savoir qui parlait quelle langue ethnique, etc. Le seul engagement que nous avons eu dès le départ avec Simone, c'est l'engagement chrétien-catholique. Et le second engagement, c'est l'engagement idéologique. La lutte pour mettre fin à la pensée et à la toute-puissance du parti unique au profit d'une pensée plurielle qui est plus libératrice des énergies et évidemment plus libératrice des forces interne à l'individu pour aller de l'avant. Parce que si vous n'avez pas d'esprit critique, la pensée, elle devient tout à fait rétrécie et vous n'avancez pas. Et voilà les conditions historiques de la rencontre avec mes deux dévanciers qui sont devenus bien plus tard des amis, parce que je me suis honoré d'être leur proche, alors qu'à l'époque, on n'était pas proche. On était proche simplement par l'admiration du symbole que j'avais. Nous sommes devenus très proches dans la lutte. Et nous avons continué, les événements de 92, quand nous avons manifesté, moi, j'étais un des responsables avec Été Marcel, lorsque il y a eu
ces violences sur les étudiants de la cité universitaire de Yopougon. Nous sommes descendus dans la rue. Là également, les organisations syndicales avec les formations politiques qui venaient d'être reconnues, puisque le retour au multipartisme, nous l'avions déjà arraché lorsque nous avons manifesté dans les rues, côte à côte, nous tenant les mains, Laurent Gbagbo, moi, Été Marcel, les Akoun, Assoadou pour le Sinakasi, Tapé Kipré, et tous les camarades à nouveau dans la rue. Et c'est là que nous avons été l'objet d'une violence inouïe lorsque M. Alassane Dramane Ouattara, le même qui était Premier ministre alors du président Houphouët-Boigny, nous avons subi de violences extrêmes, arrestations, brutalité, emprisonnement. C'était la fameuse marche du 17 au 18 février qui nous a valu l'emprisonnement ferme à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, à Yopougon. Nous y avons fait, je crois, près de 6 ou 7 mois. Et plus tard, le président Houphouët-Boigny nous a libérés. Nous n'avons jamais été véritablement jugés. Certes, nous l'avons été, mais la preuve que nous étions des casseurs n'a jamais été donnée, puisque un montage a été fait, donc des loupards, au moment de notre marche, avaient été déjà cassés et brûlés dans tout le périmètre du plateau, et on nous a mis ça sur le dos. Donc nous nous sommes retrouvés toujours dans la lutte. À Akwedo, quand nous étions arrêtés comme étudiants, qu'on nous bastonnait, Laurent et les autres étaient dans le même périmètre. Après le 18 février 1992, nous étions également arrêtés en petite tenue dans les cellules d'abord du camp de la gendarmerie d'Agban. Ensuite, à Yopougon, en petite culotte. En petite culotte, tenant la petite culotte de cette manière pour être recensé à la prison civile, devant nos étudiants. On voulait, comble de l'histoire, utiliser la même lame rasoir pour nous enlever les cheveux, et nous nous sommes opposés. Le président Laurent Gbagbo, Denis Segui, qui était des nôtres, j'ai oublié la LIDO, Ligue ivoirienne des droits de l'homme, nous sommes opposés pour dire que ça, on nous a mis nus devant nos étudiants, des traitements dégradants que nous ne pouvions pas accepter, mais nous n'avions pas d'autre solution. Mais là, accepter qu'on nous enlève les cheveux avec la même lame, nous avons refusé. Voilà. Tout cela marque l'être humain, marque la personnalité du combattant. Et c'est dans cette histoire de lutte que se fonde la connaissance que j'ai de Laurent Gbagbo, que j'ai de Simone Gbagbo, qui sont des militants depuis longtemps. Simone est militante, Laurent Gbagbo est militant. Et c'est dans le militantisme que nous avons fait nos armes, nos amitiés, notre camaraderie, notre fraternité, donc d'armes. Il faut le savoir, dans l'histoire de notre engagement, ça a été un débat très houleux entre nous. Certains, comme Laurent Gbagbo, étaient farouchement attachés à la lutte pour vaincre le parti unique par les actions, on va dire, de masse, des actions de lutte de masse, manifestations et autres pour vaincre le parti unique. Et il avait pris comme option de dire que la lutte
par rapport à l'étape qui était celle à laquelle nous étions confrontés, était la lutte pour mettre fin au règne du parti unique. Mais il y avait d'autres, à l'époque comme nous, qui étions opposés à cette vision, qui estimions que c'était une vision petite bourgeoise de la lutte et une vision petite bourgeoise de l'étape de la lutte. Parce que pour nous, la lutte anti-impérialiste imposait que par tous les moyens auxquels nous pouvions recourir pour mettre fin, non pas seulement au parti unique, mais pour instaurer le socialisme et pour instaurer la société de partage dans une société communiste, imposait que nous utilisions tous les moyens, y compris à l'époque, dans la réflexion estudiantine qui était la nôtre, y compris la lutte de libération nationale par les armes. Nous avions également des symboles que nous voyons dans le monde, comme par exemple en Angola, comme dans les autres pays, le MPLA, le mouvement de libération nationale de l'Angola, tous les mouvements de libération d'Afrique avaient, pour ainsi dire, notre admiration. Donc, il y avait là une lutte entre deux visions. Qu'est-ce qu'il faut installer? Oui, nous avions ce dénominateur commun. Nous pensions qu'effectivement, il fallait arriver au socialisme. D'autres, nous franchissions encore plus le pas. Il faut franchir le pas du socialisme vers le communisme. D'autres étaient simplement dans la ligne, il faut mettre fin au parti unique. Mais pour mettre quoi? Mais vous savez, nous, c'était le débat. À la place de la violence, c'était les idées. Mais nous y passions des nuits entières, des journées, des jours entiers, mais sans jamais nous fatiguer dans les débats. Mais seule la majorité était pour nous reine, ne s'imposait pas le point de vue d'un seul, fut-il Laurent Gbagbo, fut-il celui de Simone Gbagbo, fut-il celui d'un autre. Non, mais le débat des idées contradictoires, et puis nous arrivions à des synthèses. Mais je rappelle ça pour l'histoire. Oui, moi je demeure fondamentalement socialiste par la formation que j'ai eue, que je me suis donnée pendant toute ma vie estudiantine scolaire, et par après, toute la période qui a suivi au niveau professionnel, mon engagement socialiste n'a jamais fait défaut. Bon, bien sûr, le communisme, c'est-à-dire la société de partage absolu, à laquelle nous avions toujours rêvé, non pas par fixation crispée sur un modèle, mais parce que nous avions toujours pensé que la réduction la plus absolue des disparités entre les gens par un système de production imposait qu'on puisse arriver à une forme d'humanisme plus grand, plutôt que d'avoir des gens qui en exploitaient d'autres. Donc, du point de vue idéologique, cette pensée est toujours pérenne en moi. Mais nous étions opposés simplement sur le fait que l'étape de ce moment-là ne consistait qu'à vaincre le parti unique, y compris à l'époque le parti unique en Union soviétique. Vous comprenez encore plus comment Laurent Gbagbo était en avance, puisque pour lui, il fallait se battre pour mettre fin au règne du parti unique. Nous comprenions ça difficilement. Mais Laurent, écoute, il y a quand même, chez les grands frères, vous ne pouvez pas dire en Union soviétique, mettre fin au règne du parti unique. Non, on était opposés. Oh, sentimentalement, mais au-delà du sentiment, nous avions la conviction que mettre fin
au règne du parti unique était insuffisant, qu'il fallait nettement aller plus loin. Et il en avait conscience, mais la lutte est une lutte graduelle, étape par étape. Quand on élimine un premier obstacle, on arrive à un deuxième obstacle à vaincre. Mais nous avons convenu que tout cela ne pouvait pas se faire on va dire dans le désordre. Ça méritait d'être programmé, écrit, pour que nous l'ayons à l'esprit, en sachant que la lutte ne s'arrête pas à la fin du règne de parti unique du fouet, mais que nous allions plus loin dans le sens de l'engagement par rapport au peuple. Et je pense que à ce niveau-là, au niveau de ce qui est advenu ce fameux 18 février 1992, a rapproché encore plus les uns et les autres. Nous, à l'époque, sortant de la clandestinité où nous avons fait nos armes, nous avons créé les embryons de nos partis uniques, nous avons créé les uns et les autres des partis. Moi, j'étais avec les amis dans l'orientation créée et donnée par le Parti ivoirien des travailleurs, dans le cadre duquel j'ai travaillé avec d'autres camarades, mais j'ai travaillé également avec un des nôtres, un des maîtres que nous reconnaissons pour nombre d'entre nous, le professeur Zadi Zaourou, paix à son âme, avec qui nous avions également d'autres cellules, dans cette période-là. Eux, à l'époque, ça finit par donner l'Union des sociaux-démocrates, quand les cellules dans lesquelles Simone et d'autres camarades travaillaient ont fini par donner les premiers embryons du Front populaire ivoirien. D'autres ont travaillé également avec Francis Vaudier, etc. Les partis sont nés donc à un moment donné quand nous avons arraché le retour au multipartisme. Mais sortant donc de la clandestinité, donc de cette nuit noire où nous étions obligés d'opérer, nous n'avons pas, au sortir de cette clandestinité, fait l'unité dès le départ. Les partis sont créés, au fur et à mesure, dans leur cheminement, nous avons vu quels étaient les partis les plus porteurs. Et c'est de cette manière-là que le Front populaire ivoirien du président Laurent Gbagbo s'est imposé par d'abord l'homme, sa vision, sa constance, mais son option aussi de la non-violence. Il n'a jamais cru que ce serait par la violence que nous aurions raison de l'adversité du parti unique, y compris l'alternance. Pour aller au pouvoir, asseyons-nous et discutons. Mais la lutte dont il était le porte-flambeau n'a jamais été une lutte se fondant sur les armes, la violence. On a subi des violences énormes, mais il n'a jamais lancé un mot d'ordre pour que nous répondions à la violence par la violence. C'est pourquoi, madame, nous sommes ahuris de voir que ce soit un tel homme qui se trouve aujourd'hui dans les liens de la détention. Oh, la détention, nous avons été en détention de nombreuses fois. Mais être déporté comme il est, exactement à l'exemple de nombre d'Africains qui ont été déportés à l'époque et de nombre d'Ivoiriens de cette Côte d'Ivoire combattante qui ont été déportés, qui ont été assassinés. Je pense à Zoukouboli, je pense à Amangua, je pense à Tegua, des noms qui ne sont pas pour le moment retenus dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, de l'histoire de la Côte d'Ivoire combattante. Combattante, non pas au sens de la prise des armes, mais au sens de l'engagement quotidien pour dire non, voyez-vous, à l'oppression colonialiste.
Oui, ça je vous le dis, madame, parce que c'est un des points d'achoppement de notre lutte. Il disait le parti unique, quel que soit le lieu où il prospère, est nocif pour la liberté, est nocif pour l'épanouissement de l'être humain, il est nocif pour le développement. La première étape, la toute première étape, c'est de mettre fin au parti unique. Le parti unique, le président Laurent Gbagbo s'est engagé à ce qu'il prenne fin en Côte d'Ivoire et partout où il prospérait. Ce qui n'avait rien à voir avec l'engagement du peuple soviétique. L'engagement pour le socialisme, ça, c'est autre chose. Mais confiner ça dans le parti unique, le président Laurent Gbagbo avait un engagement totalement contraire à la vision de parti unique. Et, croyez-moi, dans la clandestinité, comme au retour de la clandestinité, quand il fallait porter un projet de société, quel projet de société? Rien que mettre fin au parti unique ou aller plus loin, ça a été un peu les premières différences. On ne va pas dire des divergences antagoniques, mais des divergences entre camarades qui buvions au même sein. Celui que j'ai rappelé et qui finalement, petit à petit, a montré que Laurent Gbagbo a eu raison, parce qu'en ayant dégagé l'horizon du parti unique, nous avions une meilleure visibilité pour voir l'étape d'après. Et par rapport à l'étape d'après, il a eu une vision que certains d'entre nous ne partagions pas totalement quand il a créé le Front populaire ivoirien avec quelques camarades, vous en connaissez l'histoire, donc je ne reviens pas là-dessus. Il a donné la dénomination, c'était Front populaire ivoirien. Parce que, comme nous n'étions pas tombés d'accord dans la clandestinité pour créer, au départ, en sortant de la clandestinité, un seul parti, il a dit, mais c'est pas grave, moi je crée un front pour que le moment venu, tous les autres, vous puissiez à n'importe quel moment prendre votre place dans ce front. Et c'est ce qui explique l'histoire du Front populaire ivoirien, où on retrouve, voyez-vous, toutes les sensibilités, mais toutes les sensibilités autour d'une conception de la lutte non violente, mais un combat pour la souveraineté de la Côte d'Ivoire, souveraineté vis-à-vis de l'extérieur, souveraineté et lutte pour que nous soyons libres à l'intérieur de notre périmètre, mais lutte également pour le socialisme. Voilà le credo fondu en deux éléments. La lutte pour la souveraineté et la lutte pour le socialisme. Ça, c'était déjà assez fondateur. Et c'est ce créneau-là qui nous réunit. Vous comprenez très bien que lorsque ce credo fondateur est touché ou est mis à mal, c'est notre propre identité qui est mise à mal. C'est à ce niveau-là que nous disons, bon, celui qui ne se reconnaît pas dans cette identité, le plus simple, c'est que nous puissions faire un divorce non pas violent, parce qu'on n'a jamais eu, nous, dans notre démarche, la violence. Plutôt une séparation à l'amiable. Et que ceux qui peuvent faire leur chemin par une autre vision puissent le faire. Mais à ce credo-là, ne touchons pas, parce qu'il est fondateur de tout ce qui a été mis en œuvre. Mais il n'y avait pas Facebook, il n'y avait même pas de portable, les lignes téléphoniques fixes, nous n'étions pas, en tant que petits enseignants, nous n'étions pas tous à les avoir. Nous étions obligés d'avoir des noms de code. Oméga, Zulu. Nous étions obligés de partager la ville d'Abidjan en plusieurs petits morceaux.
un tel est responsable les personnes avec qui il est responsable de cette zone, il les connaît, mais il ne connaît pas nécessairement tous les autres, même si les premiers responsables se connaissaient. Bon, on ne va pas, voyez-vous, reprendre toute l'histoire de la clandestinité. Nous, on disait, bon, on va se réunir à tel endroit, mais comme on savait que l'endroit est déjà miné, c'était le terme que nous utilisions, par les forces de répression du régime Houphouët-Boigny, notre réunion s'était déjà tenue ailleurs, alors que nous étions entendus ici. Nous distribuions les flyers aujourd'hui appelés les tracts, etc., dans tous les quartiers, par des réseaux, parfois même déguisés en belle jeune fille, en belle jeune dame. Monsieur, c'est un papier, est-ce que vous voudriez bien lire? Avec le charme de la dame, bon, assez biscornu, nous distribuons tous ces papiers pour convaincre les populations de ce que la lutte, elle seule pouvait payer, elle seule, la lutte, pouvait donner des raisons de croire en une Côte d'Ivoire pour demain, dégager de tous les oripeaux que nous connaissions. Mais dégager aussi, comme je l'ai dit, de la mainmise de la puissance France-Afrique. Du néocolonialisme, à l'époque, nous disions, pour faire court, cette période-là a été une période difficile. Nous étions pourchassés, jusque dans nos maisons, arrêtés, parfois sans jugement. À l'époque, c'était le tout-puissant Houphouët-Boigny, au nom de qui des énormités avaient lieu. Le FPI, depuis le début jusqu'à maintenant, a un credo. Le FPI n'a pas de fondement ethnique. Et vous trouverez dans les textes du Front populaire ivoirien, au-delà de personnes qui peuvent adhérer au Front populaire ivoirien, il ne s'agit même pas simplement des nationaux. Des gens qui ne sont pas des Ivoiriens peuvent adhérer au Front populaire ivoirien. Est-ce que vous voyez comment un tel parti peut-il être accusé d'être un parti tribaliste ou ethniciste? J'ai entendu certaines personnes utiliser ce terme en disant qu'aujourd'hui, on dit d'eux, on dit d'elles qu'ils ne sont pas de telle ethnie, donc ils ne seraient pas bien. Mais enfin, si une telle vérité était une vérité, pourquoi ces personnes-là se sont-elles trouvées au plus haut du sommet de la hiérarchie du Front populaire ivoirien, y compris des responsabilités qui leur ont été affectées, sans que la maison FPI n'ait été brisée par la révolte de tous ceux qui peut-être étaient porteurs d'une idéologie simplement tribaliste. Non, le Front populaire ivoirien n'a jamais été un parti tribaliste. Vous savez, notre culture, depuis donc, les syndicats que nous avons animés, on ne s'est jamais préoccupé même de l'ethnie de l'autre avec qui vous travaillez. C'est peut-être aujourd'hui qu'on a pu savoir, ah oui, il est de telle région, on va dans sa région pour continuer à faire des meetings, etc. Mais nous ne connaissions même pas l'ethnie du voisin avec qui nous luttions. Savez-vous que l'ethnie de certains autres, ou même mon ethnie, certains l'ont découvert, même simplement au moment où nous étions au Ghana, en exil, pour nous, militants de cette période-là. Alors, on ne peut pas dire que depuis le début, on a mis l'accent là-dessus, mais nous avons mis l'accent dessus de manière permanente. De manière permanente.
Alors que vous voyez aujourd'hui le chef de l'État, Ouattara, qui est arrivé donc au pouvoir dans les conditions qui nous ont été imposées par la France-Afrique, par les armes de l'armée française, ce monsieur qui fait du rattrapage ethnique et qui ne nomme qu'au regard du critère ethnique et que l'Occident, la communauté internationale, regarde cela. Mais il y a pire. J'espère que nous y arriverons. Mais déjà, au Front populaire ivoirien, nous n'avons pas fait de cette dimension-là une dimension qui était importante. Vous verrez toutes les responsabilités telles que distribuées au niveau du Front populaire ivoirien, seulement d'abord, mais ensuite au niveau des responsabilités de l'État de Côte d'Ivoire. Quand nous étions aux affaires, vous verrez que ce n'est pas l'ethnie du président Laurent Gbagbo qui était la plus favorisée, bien au contraire. Et puis, ce n'était pas plus mal, puisque la vision du président Gbagbo était de faire en sorte que tout le monde s'y retrouve, sans calcul, on va dire, ethnique ou ethniciste.